Alors, premier point, je crois que Georges Comtesse désirait parler d'un texte, un peu bizarre, mais il y a beaucoup de textes bizarres de Leibniz. Ou Leibniz, mais enfin, je ne vais pas dire ce que c'est d'avance. Voilà, voilà. Grégoire. Je voulais parler très brièvement, simplement quelques brides d'un texte de Leibniz concernant le rapport de la pensée philosophique de Leibniz avec un certain dehors, un dehors oriental de la pensée de Leibniz, c'est-à-dire avec une pensée très paradoxale, une pensée chinoise très paradoxale que Leibniz a rencontrée et qu'il a essayé justement de comprendre ou d'interpréter. C'est la pensée ancienne chinoise de la Li, L-I. C'est dans un texte de Leibniz, pas tout à fait de Leibniz, parce que c'est un texte qui est paru en 1701 à Paris, qui était imprimé à Paris en 1701. C'est le texte du rapport de Leibniz avec un père jésuite, le père Longobardi, donc le rapport du philosophe au père. C'est assez curieux, ils se sont mis à deux, comme ça, pour essayer de lire ce qu'il en était de cette pensée paradoxale chinoise, le philosophe et le père, la Li. Donc le texte, ça s'appelle, c'est un texte très comique, traité sur quelques points de la religion des Chinois par le révérend père Nicolas Longobardi, ancien supérieur de la Compagnie de Jésus à la Chine, auquel on a joint quelques remarques de Leibniz. Et bien dans ce texte, il y a justement la position du père et la position du philosophe qui se recoupent finalement, mais un peu différemment. Parce que pour le père, Longobardi, les Chinois, dit-il, ne connaissent pas notre Dieu et ils le confondent avec un empereur céleste qui est l'attribut, cet empereur céleste, de la Li, c'est-à-dire la matière pourvue d'une causalité immanente. Et d'où vient un système, comme il dit, de différence, on pourrait même dire de différence conflictuelle entre éléments. Et pour le père, eh bien, cette matière bizarre, cette Li, c'est tout simplement, il la stigmatise d'un seul coup, il la juge, c'est un germe, dit-il, d'athéisme. Or, précisément, Leibniz, dans les quelques remarques, prend une position un peu différente de celle justement du père. Parce que ça n'est pas chez lui une interprétation théologique de la matière comme Li, mais on pourrait dire une interprétation philosophique, une réduction, une déformation philosophique, une appropriation philosophique d'un certain dehors, une certaine pensée du dehors qui lui échappe et, bien sûr, comme la plupart des philosophes, ce qui leur échappe, ils essaient de se l'assimiler, de se l'approprier et donc de l'interpréter en le réduisant et en le déformant. Par exemple, pour Leibniz, qui est très intéressé par la causalité immanente de cette matière, ou de la Li. Mais aussitôt qu'il parle de cet intérêt pour la causalité immanente de la matière, il interprète, il y a deux opérations, je ne vais pas suivre le texte, bien sûr ça serait trop long, il y a deux opérations fondamentales de Leibniz, c'est que premièrement, il réduit la matière à une substance. Par exemple, il dit la Li n'est rien d'autre, c'est une citation, qu'une substance subtile accompagnée de perception. Et puis deuxième opération réductrice de Leibniz, il essaie d'assimiler ou de ramener cette étrange pensée de la Li au principe de raison, et même à la raison, dit-il, de Descartes, de la raison cartésienne.
Descartes a dit des choses semblables, dit Leibniz. Donc il y a deux opérations de réduction de justement cette opération de la pensée paradoxale de la lie. Pourquoi ce sont deux opérations de réduction? Parce que si on pense la lie comme substance, ou si on la réfère à un principe de raison ou à un sens, eh bien on loupe complètement cette pensée du dehors, cette pensée de la lie. Dans un texte qui s'appelle Les Chinoises, Julia Kristeva, dans un des premiers chapitres de ce texte, elle revient sur le texte dont je parle. Et elle dit du père et du philosophe, ils ratent différemment et conjointement le problème de l'immanence de la raison à la matière, à tel point, dit-elle, qu'il ne saurait y avoir raison et matière en dehors de leur interdépendance que vient sceller le terme de lie, et donc la scission hétérogène irreprésentable ne s'actualise que par dérivation à travers une combinaison de marques opposées, plus ou moins ciel et terre, hommes et femmes, vie et mort, sans aucune hiérarchie entre elles. Donc, il me semble là qu'elle indique ou qu'elle signale l'appropriation philosophique de la lie et le détournement de la pensée, et même pas du concept de lie, à l'intérieur du discours philosophique. Parce qu'on pourrait dire que la lie, comme pensée du dehors, que ni le père ni le philosophe n'ont réussi précisément à penser, c'est essentiellement quatre choses qui sont très paradoxales pour un philosophe. La lie, c'est quatre choses. Premièrement, c'est une matière hétérogène. Hétérogène à la forme, et même à la différence entre matière et forme, y compris la forme leibnizienne de la monade, c'est-à-dire la forme close, fermée, monadique, sans porte ni fenêtre, et comme disait récemment Michel Serres, une forme zoovalente. Dans Le Parasite, où il oppose le zoovalent, le bivalent et l'univalent. Deuxièmement, la lie, c'est pas simplement cette matière hétérogène, c'est deuxièmement une causalité hétérogène, soit à une loi transcendante, soit à un principe de raison. Autrement dit, cette causalité hétérogène, elle est hors loi ou hors principe, hors loi ou hors raison, elle est littéralement hors cadre philosophique. Troisièmement, la lie, c'est une scission hétérogène irreprésentable comme événement conflictuel de la matière qui ouvre une causalité immanente à cet événement et une causalité qui diffère complètement de la causalité logique ou métaphysique de tout événement de surface. Et quatrièmement, la lie, c'est la causalité d'une matière scindée qui ne peut être approchée que par son système de dérivation, c'est-à-dire par son système de binarité radicale, par exemple, plus ou moins, plein et vide, vie et mort, homme et femme, ciel et terre, etc. Donc, on peut dire que pour la pensée chinoise, un événement, eh bien, qui ne se réfère plus à une causalité logique ou métaphysique, à une loi transcendante ou à une raison, mais qui est fonction d'une causalité immanente à la matière, est articulé littéralement comme un jeu, comme une guerre ou comme une combinatoire. Et c'est certainement cela, à la fois l'événement et le rapport de l'événement de surface à la causalité immanente comme causalité de l'événement de la matière ou de la scission irreprésentable qui forme le dehors ou un certain dehors de la pensée philosophique qui s'est empressé comme toujours de réduire le dehors et d'en faire soit une substance, soit ce qui vient d'un principe de raison ou d'une raison. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Eh bien, c'est très bien. Je voudrais juste dire, tu as très très bien rendu compte, il me semble,
Je voudrais juste dire deux remarques relativement insignifiantes par rapport à ce que Comtesse a dit. C'est la première, c'est que c'est un thème assez courant à cette époque-là, à la fin du XVIIe. La confrontation, un type de confrontation entre la pensée chrétienne et la pensée chinoise. Par exemple, il y a un texte de Malebranche qui est assez curieux et qui est l'entretien, le titre c'est à peu près, je ne sais plus bien le titre, mais c'est quelque chose comme entretien d'un philosophe chrétien avec un philosophe chinois, dont il fait une espèce de dialogue. Et il y a aussi des thèmes très comparables à ceux que tu as développés à propos de Leibniz. Et je me dis, qu'est-ce qui rendait urgent? Bien sûr, il y a toutes les données du monde à la fin du XVIIe siècle qui fait que déjà il y a une grande confrontation, Orient-Occident. Alors il faudrait comprendre historiquement et géographiquement pourquoi la fin du XVIIe siècle marque un point culminant dans cette confrontation. Mais d'autre part, il y a une raison comme anecdotique, il y a une raison proprement philosophique qui redonne un intérêt supplémentaire à une pareille confrontation pour les philosophes de la fin du XVIIe siècle. C'est finalement le grand absent de ce genre de texte. Parce qu'à la faveur de leur confrontation avec une pensée chinoise, soit pour la condamner, soit comme tu as très bien montré dans le cas de Leibniz, pour s'en approprier quelque chose. Le grand absent de là-dedans, celui qui n'est pas cité mais qui est en jeu, c'est évidemment Spinoza. Ce qu'ils veulent montrer finalement, et à commencer par le jésuite, ce qu'ils veulent montrer, c'est que Spinoza ne pense pas comme un Européen, comme un Occidental, mais pense comme un Chinois. Et c'est une accusation très grave. Alors tout ça sur le thème la matière, l'athéisme, etc., c'est directement dirigé contre le philosophe chinois. C'est un masque derrière lequel ou sous lequel on dénonce le spinozisme, qui a à ce moment-là une très très grande influence en Europe et qui est considéré comme la pensée la plus dangereuse. Alors il y a tout un règlement de compte avec Spinoza qui est assimilé à une pensée complètement exotérique, vous comprenez? Mais ça ne détruit rien de ce qu'a dit Comtesse. Et en effet, tout est centré sur les rapports vie-matière, sur est-ce qu'il y a une vie-matière qui serait suffisante? Et alors, l'athéisme, qu'est-ce que c'est que l'athéisme à cette époque? Ouais. Eh bien, ce que j'ai à faire d'ailleurs aujourd'hui, ce que je voudrais faire, je vais un peu dans ce sens, on va voir. Ce que je voudrais, c'est donc, la dernière fois, on avait terminé sur cette question qui paraissait très très amusante, très importante, très amusante, très importante, très amusante, très importante. La question, qu'est-ce que c'est que la compossibilité et qu'est-ce que c'est que l'incompossibilité? Qu'est-ce que c'est que ces deux relations? La relation de compossibilité et d'incompossibilité, comment les définir? Bon, on a vu que ça posait toutes sortes de problèmes et que ça nous lançait dans précisément l'exercice, même sommaire, de l'analyse infinitésimale. Aujourd'hui, je voudrais faire une troisième grande rubrique qui serait, ou qui consisterait à montrer à quel point Leibniz à la fois organise d'une manière nouvelle, et bien plus même crée, en ajoute, organise et crée de véritables principes. Créer des principes, c'est pas une besogne tellement courante. Si bien que ce troisième grand chapitre de cette introduction à une lecture possible de Leibniz, je l'appellerai déduction des principes. Mais justement que les principes soient objet d'une déduction particulière, d'une déduction philosophique. Ça aussi, ça va pas dessus. Et j'essaie de numéroter parce qu'il y a une telle richesse des principes chez Leibniz, et Leibniz invoque tout le temps des principes en leur donnant au besoin des noms qui n'existaient pas avant lui, que pour s'y repérer dans ces principes, il faut retrouver le cheminement de la déduction leibnizienne. Et je dis, premier principe, quitte de temps en temps, on retrouvera des choses qu'on a vues, donc là j'irai très vite. Premier principe que la Leibniz se donne, en effet sans aucune justification, ou alors avec une justification rapide, c'est le principe d'identité. C'est le minimum qu'il se donne. Principe d'identité.
Donc je voudrais presque la faire des rubriques rapides. Qu'est-ce que c'est que le principe d'identité? Je dirais, voilà, tout principe est une raison. Et le principe d'identité, je peux dire A et A. Une chose, c'est la chose. Bon, chose est ce qu'elle est. Une chose est ce qu'elle est. Tiens, j'ai un peu avancé. Une chose est ce qu'elle est. Je continue à rien dire, mais une chose est ce qu'elle est. Bon, c'est mieux que A et A. Pourquoi? Parce que ça montre quelle est la région gouvernée par le principe d'identité. Si le principe d'identité peut s'exprimer sous la forme une chose est ce qu'elle est, c'est que l'identité consiste à manifester l'identité propre entre la chose et ce que la chose est. Vous me direz, ça ne va pas fort. Si. Car si l'identité régit le rapport de la chose et de ce qu'est la chose, à savoir ce que la chose est identique à la chose et la chose est identique à ce qu'elle est, je peux dire qu'est-ce que c'est ce qu'est la chose. Ce qu'est la chose, tout le monde l'a toujours appelé l'essence de la chose. Je dirais que le principe d'identité, là directement, c'est la règle des essences. La règle des essences, ou ce qui revient au même du possible. En effet, l'impossible, c'est le contradictoire. Le possible, c'est l'identité. Si bien que, dans la mesure où le principe d'identité est une raison, une ratio en latin, ratio, dans la mesure où le principe d'identité est une ratio, quelle ratio? Eh bien, c'est la ratio des essences, ou, comme disaient les latins, ou la terminologie du Moyen-Âge bien longtemps avant, ratio essendi. La ratio essendi, E2SENDI, à savoir la raison comme raison d'être. Voilà. Je prends ça comme exemple typique, je crois que c'est, encore une fois, j'essayais de le dire la dernière fois, c'est très difficile de faire de la philosophie si vous n'avez pas une certaine certitude terminologique. Simplement, ce que je dis, c'est que cette certitude terminologique, c'est comme pour les mathématiques, bien que pour de plus autres raisons. Mais cette certitude terminologique ne vous dit jamais. Ne vous dites jamais que vous pouvez vous en passer, mais ne vous dites jamais qu'elle est difficile à acquérir. C'est exactement l'équivalent, c'est ça que je voudrais faire. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui n'aiment pas Leibniz ne l'aiment pas. C'est exactement l'équivalent de gamme au piano. C'est exactement l'équivalent de ce qu'on appelle au piano un exercice. Bon, alors c'est pas du tout difficile à acquérir. Mais si vous ne savez pas assez précisément la rigueur des concepts, c'est-à-dire le sens des grandes notions, c'est très difficile. Bon. Mais il faut prendre ça comme pur exercice. Moi, je crois que les pianistes, bon, ils font ce qu'on appelle des études. Ils en font 2-3 heures par jour. Ben, les philosophes, c'est normal qu'ils aient leur gamme à eux. Et leur gamme à eux, ben, c'est leur piano mental. C'est vraiment un truc où il faut chanter l'air des catégories, il faut chanter, il faut savoir ce que c'est que les catégories, il faut savoir ce que c'est que les principes, etc. Sinon, c'est pas grave de ne pas le savoir. Mais ça peut être gênant. Ça peut être gênant à ce moment-là. Sinon, vous tournez en rond beaucoup plus. Vous n'avez pas fait vos gammes. Alors, l'erreur, c'est d'avoir foutu des examens sur les gammes. Mais c'est pas bien, ça. Mais sinon, si vous preniez ça vraiment comme exercice de piano, moi je crois que... bon. Alors l'histoire de la philosophie, vous comprenez, elle change à ce moment-là, il semble, parce que l'histoire de la philosophie, ben, c'est exactement comme... l'histoire de la philosophie, elle ne peut être faite que par des philosophes. Or, hélas, c'est les professeurs de philosophie qui ont pris en main l'histoire de la philosophie. Et ça, c'est pas bien, parce qu'ils en ont fait une matière d'examen aussi, et pas une matière d'étude, de gamme. Mais quand Debussy fait ses études de piano, il donne des exercices plus ou moins difficiles, en effet. C'est ça, il faut prendre ça comme ça. Vous comprenez? Hein? Oui, d'accord. Alors, bon. Alors voilà.
Bon, je dirais dès lors, pour résumer, bon, supposons que même pour varier les exercices, je dis chaque fois que je parle d'un principe selon Leibniz, je vais lui donner deux formes. Une formulation, j'aurais dû, si j'avais su, si j'avais su assez de latin, j'aurais dû faire tout ce cours latin. Ça aurait été un autre exercice. Vous auriez tout compris d'ailleurs. Vous ne savez pas ce que vous savez. Sinon, à force de ne pas le savoir, vous ne savez plus rien. Je dirais, pour chaque principe, je vais donner une formulation vulgaris, communis, et c'est-à-dire une formulation vulgaire et une formulation savante. Vous me suivez? Et puis, on va voir pourquoi j'ai envie de faire ça. Parce que je me dis, ce serait un moyen très bon au niveau des principes de poser le rapport nécessaire entre la pré-philosophie, l'avant-philosophie et la philosophie. Ce rapport d'extériorité où la philosophie a besoin d'une pré-philosophie. Bon, formulation vulgaire du principe d'identité, je dis juste, bon, on la tient. Enfin, formulation vulgaire, c'est la chose est-ce que la chose est. La chose est-ce qu'est la chose. Identité de la chose et de son essence. Principe d'identité. Le principe d'identité règle des essences. Vous voyez déjà que dans la formulation vulgaire, il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Formulation savante, toute technique du principe d'identité, on l'a vu, donc là je le regroupe là à ce moment-là et je ne développe plus du tout, c'est toute proposition analytique est vraie. Mais c'est plus complexe, hein. Toute proposition analytique est vraie. En effet, qu'est-ce qu'une proposition analytique? C'est une proposition où le prédicat et le sujet sont identiques. Une proposition analytique est vraie, A et A, c'est vrai. Bon. Vous vous rappelez que, en allant dans le détail des textes de Leibniz, on peut même compléter la formulation savante. Toute proposition analytique est vraie, soit deux cas, soit par réciprocité, soit par inclusion. Exemple de proposition de réciprocité, encore une fois, je ne reviens pas, je recycle là uniquement pour que vous ayez, ceux que ça intéresse, votre table des principes complète. Exemple de réciprocité, le triangle à trois angles. Avoir trois angles, c'est cela que le triangle est. Proposition, deuxième cas, non plus réciprocité, mais inclusion. Donc toute proposition analytique est vraie, soit par réciprocité, soit par inclusion. C'est cette fois-ci le triangle à trois côtés. En effet, figure fermée ayant trois angles implique, enveloppe, inclut, avoir trois côtés. On dira que les propositions analytiques de réciprocité sont objets d'intuition. Et l'on dira que les propositions analytiques d'inclusion sont objets de démonstration. Je regroupe le tout et je termine en disant, sur ce premier point, en disant, bon, alors, vous voyez, principe d'identité, règle des essences, ou du possible, ratio et syndie, à quelle question répond-il? Vous vous rappelez ce que j'avais essayé de dire, oui, quel est le cri auquel répond le principe d'identité? Le cri pathétique qui apparaît constamment chez Leibniz, et qui correspond au principe d'identité, c'est pourquoi quelque chose plutôt que rien. Qui est le cri de la ratio essendi, de la raison d'être. S'il n'y avait pas l'identité, et l'identité conçue comme identité de la chose et de ce qu'est la chose, à ce moment-là, il n'y aurait rien. Voilà, vous voyez, c'est bien, on a déjà fait un principe. Deuxième principe, principe de raison suffisante.
Principe de raison suffisante. Ce sera quoi cette fois-ci? On a vu assez de choses, là je peux encore aller vite. Tout à l'heure je ne pourrais plus, mais là je peux encore aller vite. Ça nous renvoie à tout le domaine que précisément on a repéré comme étant le domaine des existences. La ratio correspondant au principe de raison suffisante, ça n'est plus la ratio essendi, la raison des essences, la raison d'être, c'est la ratio existendi, la raison d'exister. Ce n'est plus la question pourquoi quelque chose plutôt que rien, puisque le principe d'identité nous a assuré qu'il y avait quelque chose, à savoir l'identique. Alors, c'est plus pourquoi quelque chose plutôt que rien, mais c'est pourquoi ceci plutôt que cela. Expliquez-moi pourquoi ceci plutôt que cela. Ratio existendi, principe de raison suffisante. Quelle en serait l'expression vulgaire? On a vu, toute chose a une raison. Il faut bien que toute chose ait une raison. Quelle serait l'expression savante qui va nous faire comprendre? Donc, toute chose a une raison pour laquelle elle est ceci plutôt que cela, c'est-à-dire toute chose a une raison d'exister. Vous voyez qu'on est tout à fait en dehors du principe d'identité, là, en apparence. Pourquoi? Parce que le principe d'identité, il me dit et concerne l'identité de la chose et de ce qu'elle est. Mais il ne me dit pas si la chose existe. Le fait que la chose existe ou le fait qu'elle n'existe pas, c'est tout à fait différent de ce qu'elle est. Je peux toujours définir ce qu'est une chose, indépendamment de la question de savoir si elle existe ou si elle n'existe pas. Par exemple, je sais qu'il n'y a pas de licorne. La licorne n'existe pas, je peux dire ce qu'est la licorne. Donc il faut bien un principe qui nous fasse penser l'existant. Or, en quoi un principe qui paraît aussi bizarre, aussi vague que tout a une raison nous fait penser l'existant? Eh bien, c'est précisément en raison de la formulation alors savante qui va nous l'expliquer. La formulation savante, on la trouve chez Leibniz sous l'énoncé suivant. Toute prédication, prédication ça veut dire l'activité du jugement qui attribue quelque chose à un sujet. Lorsque je dis le ciel est bleu, j'attribue bleu à ciel, j'opère une prédication, puisque bleu est dit prédicat. L'énoncé de Leibniz, c'est toute prédication a un fondement dans la nature des choses. Toute prédication a un fondement dans la nature des choses. On se dit pourquoi pas, bon, c'est la ratio existendi. Vous voyez, c'est plus du tout la ratio essendi, c'est la ratio existendi. Mais on se dit, bon, bah, d'accord, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est pas gênant. Essayons de mieux commenter. Toute prédication a un fondement dans la nature des choses. Ça veut dire tout ce qui se dit d'une chose. Bon, on laisse entre parenthèses tout ce qui se dit d'une chose. Qu'est-ce que c'est? C'est la prédication. L'ensemble de ce qui se dit d'une chose, c'est la prédication concernant cette chose. Tout ce qui se dit d'une chose est compris, contenu, inclus dans la notion de la chose. Voilà le principe de raison suffisante. Vous voyez que la formule qui paraissait innocente tout à l'heure, toute prédication a un fondement dans la nature des choses, si on la prend à la lettre, devient beaucoup plus étrange. Tout ce qui se dit d'une chose doit être compris, contenu, inclus dans la notion de la chose. Alors tout ce qui se dit d'une chose, c'est quoi? Premièrement, je dirais, c'est l'essence. En effet, l'essence se dit de la chose.
Seulement voilà, à ce niveau-là, il n'y aura encore aucune différence entre raison suffisante et identité. Et c'est normal, la raison suffisante reprend tout l'acquis du principe d'identité, seulement elle va y ajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'elle ajoute? C'est que ce qui se dit d'une chose, c'est pas seulement l'essence de la chose, c'est l'ensemble des affections et des événements qui se rapportent à la chose ou qui appartiennent à la chose. Donc, non seulement l'essence sera contenue dans la notion de la chose, ce qui va de soi, et ce qui n'est que le principe d'identité, mais le moindre des événements, la moindre des affections qui concernent la chose, c'est-à-dire qui s'attribuent avec vérité à la chose, doit être contenu dans la notion de la chose. On l'a vu, on n'a pas le choix. C'est le grand thème de la limite sur lequel je suis resté, donc là je peux à nouveau faire un regroupement rapide. On l'a vu, franchir le Rubicon doit, qu'on le veuille ou non, il faut bien que ce soit contenu dans la notion de César. Pécher, il faut bien, tout ça c'est des événements, franchir le Rubicon, pécher, manger la pomme, etc., c'est des événements. Eh bien, il faut bien que ce soit contenu. Les affections du type aimer, haïr, il faut bien que ce soit contenu dans la notion du sujet qui éprouve ces affections. En d'autres termes, chaque notion individuelle et l'existant, c'est précisément l'objet, le corrélat d'une notion individuelle. Chaque notion individuelle exprime le monde. On a vu pourquoi, de proche en proche, c'est ça le principe de raison suffisante. Donc tout a une raison, signifie tout ce qui arrive à quelque chose doit être compris, contenu de toute éternité dans la notion individuelle de la chose. Ce pourquoi la formulation définitive du principe de raison suffisante est toute simple. Encore une fois, toute proposition vraie est analytique. Toute proposition vraie est analytique. Vous voyez en effet que ça a des conséquences très formidables, si c'est vrai. Puisqu'en effet, toute proposition vraie, par exemple, toute proposition qui consiste à attribuer à quelque chose un événement qui s'est effectivement produit et qui a concerné le quelque chose, ben, si c'est vrai, il faut bien que l'événement soit compris dans la notion de la chose. Quel est ce domaine? On l'a vu, et je ne fais là que du regroupement, c'est le domaine de l'analyse infinie. C'est le domaine de l'analyse infinie, alors que, au contraire, au niveau du principe d'identité, on ne se trouvait que devant des analyses finies. Il y aura un rapport analytique infini entre l'événement et la notion individuelle qui comprend l'événement. Bref, le principe de raison suffisante, je peux dire, c'est la réciproque du principe d'identité. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé dans la réciproque, là? Ben, la réciproque a conquis un domaine radicalement nouveau. Elle a conquis le domaine des existences. Il suffisait de réciproquer, de retourner la formule de l'identité pour obtenir la formule de la raison suffisante. Il suffisait de réciproquer la formule de l'identité qui concerne les essences pour disposer d'un nouveau principe, principe de raison suffisante concernant les existences. Vous me direz, bon, pourquoi alors, c'était pas compliqué, c'était énormément compliqué, pourquoi? Parce que la réciproque n'était possible, cette réciprocation n'était possible que si l'on avait supporté l'analyse à l'infini. Or, le concept, la notion d'analyse infinie est une notion absolument originale. Est-ce que ça consiste à dire simplement ça se passe dans l'entendement de Dieu, qui est infini? Certes pas, puisque cela implique toute une technique dans laquelle on a essayé à peine d'entrer, à savoir la technique
de l'analyse différentielle ou du calcul infinitésimal. Voilà, et de 2. Est-ce que c'est vrai là-dessus, je dis troisième principe? Est-ce que c'est vrai que la réciproque de la réciproque donnerait le premier? Pas sûr, tout dépend, il y a tellement de points de vue. Pour arriver à mon troisième principe, selon Leibniz, je dis, essayons encore de varier les... C'est une méthode de variation, là j'essaie de varier les formulations du principe de raison suffisante. J'en étais à, pour la raison suffisante, à tout ce qui arrive à une chose doit être compris, inclus dans la notion de la chose. Ce qui implique l'analyse infinie. Bon. Autant dire, si vous me suivez, pour tout ce qui arrive ou pour toute chose, il y a, pour toute chose, il y a un concept. J'avais insisté en effet là-dessus, que ce qui est important, ce n'est pas du tout une manière pour Leibniz de reprendre un principe célèbre. Au contraire, on verra qu'il ne veut pas du tout ça, qui serait le principe de causalité. Lorsque Leibniz dit tout a une raison, ça ne veut pas dire du tout a une cause. Tout a une cause, ça signifie A renvoie à B, B renvoie à C, C renvoie à D. Tout a une raison signifie qu'il faut rendre raison de la causalité elle-même. À savoir, tout a une raison signifie que le rapport que A entretient avec B doit être d'une manière ou d'une autre compris dans la notion de A, tout comme le rapport que B entretient avec C doit être d'une manière ou d'une autre compris dans la notion de B. Donc c'est un dépassement du principe de causalité, du principe de raison suffisante. C'est en ce sens que le principe de causalité est non seulement la cause nécessaire, mais non pas la raison suffisante. Les causes sont seulement des nécessités qui renvoient elles-mêmes et qui supposent des raisons suffisantes. Donc je peux énoncer le principe de raison suffisante sous la forme suivante. Pour toute chose, il y a un concept. Ce qui est très différent de pour toute chose, il y a une cause. Pour toute chose, il y a un concept qui rend compte et de la chose et de ses rapports avec les autres choses. Y compris de ses causes et de ses effets. Pour toute chose, il y a un concept. Vous voyez, c'est un beau principe. C'est qu'il ne va pas de soi du tout. Pour toute chose, il y a un concept. Il y a plein de gens qui diront, pas du tout. Il y en a même plein qui penseront que c'est le propre de l'existence de ne pas avoir de concept. Mais enfin, ça... Alors, pour toute chose, il y a un concept. Qu'est-ce que ce serait la réciproque? Si j'ai dit ça, comprenez, la réciproque n'a évidemment pas du tout le même sens. Là aussi, je ne voudrais pas vous accabler. Mais chez Aristote, ça fait aussi partie des gammes en philosophie. Mais il y a une année où je ne ferai que ça. Je ne sais pas quand, dans la dernière année avant ma retraite. Je ne ferai que ça, que ça. Je ne ferai plus que des gammes comme ça. Chez Aristote, il y a un traité très intéressant de logique ancienne qui concerne uniquement le tableau des opposés. Qu'est-ce que c'est que le contradictoire? Qu'est-ce que c'est que le contraire? Qu'est-ce que c'est que le subalterne? Qu'est-ce que c'est que... etc., etc. Il y a tout un tableau. Là aussi, dans certains domaines, si vous ne le savez pas, vous pouvez vivre à peine, mais pas bien, il faut le savoir. Vous ne pouvez pas dire le contradictoire quand c'est le contraire, non. Vous ne pouvez pas dire le subalterne quand c'est le... je crois pas. Non, il y a tout un tableau, là, si. Mais enfin, ce serait vraiment trop... si on fait la Leibniz, on ne fait pas les gammes Aristote, donc faut pas tout faire à la fois. Et dis juste ça existe. Moi, j'emploie là le mot réciproque comme ça, sans préciser du tout. Je dis, lorsque je dis, si vous m'accordez, pour toute chose, il y a un concept. Encore une fois, c'est pas sûr du tout. Pour toute chose, il y a un concept. Supposez que vous me l'accordiez. Là, je ne peux pas échapper à la réciproque. Et qu'est-ce que c'est la réciproque de pour toute chose, il y a un concept?
faut bien faire attention, là. Pour toute chose, vous voyez, il faut le chantonner, quoi. C'est ça que je voulais dire aussi. Il faudrait distinguer en philosophie. Et à propos des concepts, presque l'équivalent des cris et des chants. Et les cris, ce serait comme ces espèces de trucs qui traversent une philosophie, qui au besoin sont implicites, traversent, et sont quand même à la base d'un style, d'un philosophe. Et puis les cris, ils se développent en chant, où ils donnent des chants, et puis les chants, ils reviennent aux cris. Quand est-ce qu'on place un cri dans un chant? Pas de la même manière, sans doute, dans la musique dite classique et dans la musique moderne. Le rôle des cris dans la musique moderne. Bon, sans doute il y a des trucs semblables dans la philosophie. Dans la philosophie, moi je crois que les concepts, c'est en gros des espèces de chants qui renvoient à des cris sous-jacents. Bon, la base de tout, ce serait les animaux. Là encore, ce serait, mais on est resté tellement là-dessus un certain temps, une année, il y a 2 ans, je crois, que je rappelle ça pour mémoire. Il faudrait repartir, je crois, pour une théorie du concept, il faudrait repartir du chant des oiseaux. Mais là, je fais une parenthèse, c'est pas la même, ça fait bien. Il faudrait repartir du chant des oiseaux et de la grande différence entre les cris et les chants. Très différents, les cris, par exemple, cris d'alarme, cris de faim, et puis les chants d'oiseaux. Et on peut expliquer acoustiquement quelle est la différence entre les cris et les chants. De la même manière, je rêverais au niveau de la pensée, des cris de pensée et des chants de pensée, comment on pourrait distinguer ces cris et ces chants? Bien, mais enfin, c'est pas Leibniz. Alors, Leibniz, il a ça aussi. Alors, je crois qu'on ne peut pas comprendre comment se développe une philosophie comme chant, ou un chant philosophique, si on ne le rapporte pas à des coordonnées qui sont des espèces de cris qui continuent. Alors, cherchons là tout ça. C'est complexe, cri, chant. Par exemple, dans l'exemple qui me revient tout le temps à l'esprit, si je reviens à la musique, l'exemple, c'est les deux grands opéras de Berg. Comment il insère? Il y a 2 grands cris de mort. Le cri de Marie dans Wojciech et le cri de Loulou dans Loulou. Les 2 fois, c'est des cris de mort. Quand on meurt, on crie, on ne chante pas. Et pourtant, il y a quelqu'un qui chante autour de la mort. La pleureuse, qu'est-ce qu'elle fait, la pleureuse? Elle doit être... il y a la pleureuse qui crie et la pleureuse qui chante. Mais enfin, celui qui perd, l'être aimé, il chante. Il chante. Ou il crie, je ne sais pas. Mais enfin, les 2 grands cris de mort, que ce soit la Marie qui meurt, assassinée par Wojciech, ou que ce soit Loulou qui meurt, assassiné par Jacques l'Empereur, il y a 2 cris qui viennent dans l'opéra et qui sont des moments sublimes de l'opéra. Ces cris sont des cris tellement beaux. Bon, ils sont pris dans des contextes de chant. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que la note répétée du cri? Dans Berg, dans Wojciech, c'est un si. C'est un si, c'est-à-dire une sirène, absolument. Vous foutez des sirènes quand vous foutez des sirènes dans la musique, c'est le cri que vous mettez. Bon, c'est curieux. Or, les 2 cris ne sont pas du tout du même type. Même acoustiquement. Il y a un cri qui file en haut et il y a un cri qui rase la terre. Le cri de Marie qui rase la terre et le cri de... Et puis il y a le chant. Le chant, qui c'est la comtesse, c'est les comtesses. Le chant de la grande amie de Loulou qui chante la mort. Bon, il y a une transition cri-chant qui est fantastique. C'est cité Berg. Ben, je dirais que la signature d'un philosophe, c'est pareil. C'est pareil. Si vous ne voyez pas, quand un philosophe est grand, il a beau écrire des pages très abstraites en apparence. Elles ne sont abstraites que parce que vous n'avez pas su repérer le moment où il crie. Où il y a un cri là-dessous. Non, c'est toujours sous la forme, quelque chose qui fait horreur. Il s'agit... Non, ça ne se passera pas. Je vais vous montrer que ce n'est pas comme ça. Alors, revenons alors à cette région plus calme, qui est comme un chant, la raison suffisante. C'est un petit chant. Ah, tout a une raison. Alors, comprenez, il faudrait faire là des gammes, il faudrait le chanter. Tout a une raison. Alors, on ferait une espèce de mélodie. On pourrait harmoniser. Alors, il y aurait une harmonie, une mélodie des concepts. Bon.
Mais là-dessous, il y aurait l'écrit rythmique. Les rythmiques, alors là, on introduirait une espèce de batterie dans la philosophie. Pam, 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 des hurlements. Non, non, non. Il y a toujours des non, non, non. Et les gens qui sont pour une philosophie, c'est ceux pour qui ils la connaissent très bien et elle est complètement morte. Alors, on peut parler interminablement de est-ce que Descartes a bien dit ça ou pas ça ou autre chose encore. Peut-être que c'est intéressant, peut-être que ça n'a aucun intérêt. Bon. Raison suffisante, champ de la raison suffisante. Pour toute chose, un concept. Oh oui, pour toute chose, il y a un concept. Alors déjà, par qui vous ferez chanter ça, hein? Faut imaginer par qui. Pour toute chose, il y a un concept. Qu'est-ce que c'est que la réciproque? Pour toute chose, il y a un concept. Si je dis pour toute chose, suivez-moi ça. Hein? Pour toute chose, il y a un concept. Il y a ça, c'est exactement ce qu'on appelle, comment on appelle ça en musique? La réciprocation. Il y a une pièce célèbre toute de réciprocation en musique. Elle s'appelle d'un nom anglais, Joke. J-O-K. Non, c'est les séries, Messiaen en a tiré énormément parti. Les séries rétrogrades. Les séries rétrogrades. Oh, il y a une fantastique série rétrograde dans cette pièce. C'est de qui, mon Dieu, je perds tous les noms. C'est de qui, Joe? C'est un grand classique. C'est une pièce pour piano où il y a toutes sortes de séries rétrogrades. Très curieux, très, très drôle, une musique très, très drôle, une musique vraiment drôle. Je dirais quoi? Un musicien du 17e, du 18e. Vous le retrouverez, vous aurez honte de ne pas y avoir pensé à ça. Bon, alors, je cherche toujours ma réciproque. Hein. Pour toute chose, un concept. Je dirais, qu'est-ce que c'est la réciproque? Cherchons-la, il ne faut pas se tromper, c'est pas facile de réciproquer. Pour toute chose, un concept, je dirais, la réciproque, c'est pour tout concept, une chose et une seule. Pour tout concept, une chose et une seule. Pour tout concept, une chose et une seule. Pourquoi c'est la réciproque de pour toute chose un concept? C'est que, supposez qu'un concept ait deux choses qui lui correspondent. Il y a une chose qui n'a pas de concept. Non, je ne peux pas dire. À ce moment-là, c'est la raison suffisante qui est foutue, je ne peux pas dire. Pour toute chose un concept. Dès que j'ai dit pour toute chose un concept, j'ai dit forcément qu'un concept avait nécessairement une chose et une seule. Car si un concept a deux choses, il y a quelque chose qui n'a pas de concept, donc je ne pouvais plus dire déjà pour toute chose un concept. Vous avez compris si vous tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toute chose, pour tout concept, une chose et une seule? Donc la vraie réciproque du principe de raison suffisante s'énoncera comme ceci, sous forme de troisième principe de Leibniz, pour toute chose, un concept. Non, zut, pour tout concept, une chose et une seule. Pour toute. Bon, ça c'est une réciproque. Remarquez que c'est une réciproque en un drôle de sens, c'est pour ça que tout à l'heure j'invoquais que dans d'autres conditions, il aurait fallu faire une étude et se priver du mot réciproque qui est beaucoup trop large, beaucoup trop vague. Mais dans ce cas de réciprocation, la raison suffisante et l'autre principe, à savoir pour toute chose un concept et pour tout concept une chose et une seule, je ne peux pas dire l'un sans avoir dit l'autre. La réciprocation est absolument nécessaire. Si je ne dis pas la seconde, si je ne reconnais pas la seconde, je détruis la première. Dans l'autre cas, lorsque je disais la raison suffisante, c'est la réciproque de l'identité. Ce n'était pas au même sens. Car si vous vous rappelez l'énoncé du principe d'identité,
toute proposition analytique est vraie. Je réciproque et j'obtiens la raison suffisante. Toute proposition vraie est analytique. Mais là, il n'y a aucune nécessité. Je peux dire toute proposition analytique est vraie sans que par là même, toutes les propositions soient, sans que par là même, il n'y ait de proposition vraie que analytique. Je pourrais très bien dire toute proposition analytique est vraie, mais attention, il y a des propositions vraies qui sont autres qu'analytiques. Donc, lorsque la Leibniz a fait sa réciprocation de l'identité, il a fait un coup de force. Il a fait un coup de force parce qu'il avait les moyens de faire le coup de force, c'est-à-dire il a poussé un cri. Et il avait les moyens de faire le coup de force parce qu'il avait lui-même créé toute une méthode de l'analyse infinie. Sinon, il n'aurait pas pu. Ou alors, sinon, ça aurait été nul ce qu'il faisait. Bon, tandis que dans le cas, passage du principe de raison suffisante au troisième principe que je n'ai pas encore baptisé, là, la réciprocation est absolument nécessaire. Il fallait la découvrir. Alors il est temps, le moment est venu, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout concept, il y a une chose et il n'y en a qu'une. Là, ça devient bizarre. Il faut comprendre. On n'a pas le choix. Ça veut dire, il n'y a pas deux choses absolument identiques. Ou toute différence, ça revient au même, toute différence est conceptuelle en dernière instance. Si vous avez deux choses, il faut bien qu'il y ait deux concepts. Sinon, il n'y aurait pas deux choses. Bon, ça signifie quoi? Il n'y a pas deux choses absolument identiques quant au concept. C'est très bizarre, cette formule. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux gouttes d'eau identiques. Il n'y a pas deux feuilles d'arbre identiques. Là, Leibniz, là, il est parfait. Il délire avec ce principe-là. Il dit, oh, évidemment, vous croyez que deux gouttes d'eau, c'est identique. Mais c'est parce que vous n'allez pas assez loin dans l'analyse. Elles ne peuvent pas avoir le même concept. Là, c'est très curieux, parce que toute la logique classique, elle est plutôt du type à nous dire le concept, par nature, comprend une pluralité indéfinie de choses. Le concept de goutte d'eau s'applique à toutes les gouttes d'eau. Leibniz dit, bien sûr, si vous avez bloqué le concept à un certain moment, si vous avez bloqué l'analyse du concept à un moment fini. Mais si vous poussez l'analyse, il y aura un moment où les concepts ne seront plus les mêmes. Il y a ce pourquoi la brebis reconnaît son petit agneau. Comment la brebis reconnaît-elle son petit agneau? Je veux dire, c'est un exemple de Leibniz. Il est même déjà dans Lucrèce, cet exemple émouvant. Eh bien, eux, ils pensent que c'est par concept. Un petit agneau n'a pas le même concept. Il a un concept individuel. C'est par là que le concept va jusqu'à l'individu qu'un autre petit agneau. Bien, qu'est-ce que c'est ce drôle de principe? Il n'y a qu'une seule chose. Il y a nécessairement une chose par concept et une seule. Leibniz le nomme principe des indiscernables. On peut donc l'énoncer, il y a nécessairement une chose par concept et une seule, ou bien toute différence est conceptuelle en dernière instance. Il n'y a de différence que conceptuelle. En d'autres termes, si vous assignez une différence entre deux choses, il y a nécessairement une différence dans le concept. Eh bien, ce principe, Leibniz le nommera principe des indiscernables. Et si je lui fais correspondre une ratio, qu'est-ce que c'est? Vous sentez bien, ça consiste à dire, on ne connaît que par le concept.
En d'autres termes, le principe des indiscernables me semble correspondre à la troisième ratio, la ratio comme ratio cognoscendi, la raison comme raison de connaître. Or, voyons les conséquences d'un tel principe. S'il est vrai, s'il était vrai ce principe des indiscernables, à savoir toute différence est conceptuelle, il n'y a de différence que conceptuelle. Mais c'est un principe quand même, la limite, il nous demande d'accepter quelque chose qui est énorme. Procédons par ordre. Quel autre type de différence que conceptuelle? Je dis tout de suite, tiens, il va falloir se donner une récréation parce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un au secrétariat. Je dis très vite pour que vous méditiez. On voit immédiatement, même sans faire de théorie. Il y a des différences numériques. Je dis par exemple, une goutte d'eau, 2 gouttes d'eau, je prends mon médicament, ma potion, une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes. Je distingue les gouttes, je parle toujours latin, solo numéro, par le nombre seulement. Je compte les éléments d'un ensemble, 1, 2, 3, 4, je néglige leur individualité, je les distingue par le nombre. Voilà un premier type de distinction très classique, la distinction numérique. Deuxième type de distinction. Je dis, prenez cette chaise, quelqu'un de gentil prend une chaise et je dis non, pas celle-ci, celle-là. Cette fois-ci, c'est une distinction spatio-temporelle, du type ici maintenant. La chose qui est ici à tel moment, et cette autre chose qui est là à tel moment. Il semble qu'il y ait des distinctions spatio-temporelles. Enfin, il y a des distinctions de figure et de mouvement. Figure, toi qui as 3 angles. Ou toi et je suis du doigt le mouvement que... Je dirais que ce sont des distinctions, ça, par l'extensio et le mouvement. L'extension et le mouvement. Comprenez à quoi s'engage Leibniz. Il s'engage dans un drôle de truc, rien qu'avec son principe des indiscernables. Il faut qu'il montre que tous ces types de distinctions non conceptuelles, en effet, c'est des distinctions non conceptuelles, puisque 2 choses peuvent se distinguer par le nombre, alors qu'elles ont le même concept. Vous fixez un concept de goutte d'eau et vous dites première goutte d'eau, deuxième goutte d'eau. C'est le même concept. Mais il y en a une qui est la première, une autre qui est la seconde. Il y en a une qui est ici, une autre qui est là-bas. Il y en a une qui est en forme de poire et une autre en forme de rond. Il y en a une qui va vite, il y en a une qui va lentement. Ça, c'est l'ensemble, je dirais presque, on a presque fait l'ensemble des distinctions non conceptuelles. Leibniz arrive et tranquillement nous dit non, 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 non. Ce sont de pures apparences. C'est-à-dire, ce sont des moyens provisoires d'exprimer une différence d'une autre nature, et cette différence est toujours conceptuelle. S'il y a 2 gouttes d'eau, elles n'ont pas le même concept. Qu'est-ce que ça veut dire de très important? Comprenez. Je prends un exemple même. C'est très important dans les problèmes d'individuation. Il est célèbre que, par exemple, Descartes nous dit que les corps se distinguent entre eux par la figure et le mouvement. Même beaucoup, il n'y a pas besoin d'invoquer Descartes, beaucoup de penseurs ont estimé que les corps se distinguaient par la figure et le mouvement. Remarquez que la formule, ce qui se conserve dans le mouvement, la formule cartésienne, mv, ce qui se conserve c'est mv, à savoir
le produit de la masse par le mouvement, dépend étroitement d'une vision du monde où les corps se distinguent par la figure et le mouvement. À quoi s'engage Leibniz s'il nous dit non, non, non. Il faudra bien qu'à toutes ces différences non conceptuelles correspondent des différences conceptuelles. Elles ne font que le traduire imparfaitement. Toutes les différences non conceptuelles ne font que traduire imparfaitement une différence conceptuelle de fond. Il s'engage par exemple à une tâche de physique. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. On se dit, ah ben je vais dire ça, mais après vous vous trouvez devant des tâches abominables. En d'autres termes, il faut qu'il trouve une raison pour laquelle un corps est soit en tel nombre, soit ici et maintenant, soit est telle figure et telle vitesse. Donc, il traduira ça très bien dans sa critique de Descartes lorsqu'il dira mais la vitesse est un pur relatif. Descartes s'est trompé, il a pris quelque chose de purement relatif pour un principe. Il faut donc que figure et mouvement se dépassent vers quelque chose de plus profond. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'énorme pour la philosophie du XVIIe siècle, à savoir qu'il n'y a pas de substance étendue, que l'étendue ne peut pas être substance, que l'étendue c'est du pur phénomène, qu'elle renvoie à quelque chose de plus profond, qu'il n'y a pas de concept d'étendue, que le concept est d'une autre nature. Il faut donc que la figure et le mouvement trouvent leur raison dans quelque chose de plus profond. Dès lors, l'étendue n'a aucune suffisance. Et ça ne fait qu'un. Je ne dis pas que ça commande, mais ce n'est pas par hasard que c'est le même qui fait une nouvelle physique. Il n'invente pas la notion, là, mais il recrée complètement la physique des forces. Il oppose la force d'une part à la figure et à l'étendue d'autre part, la figure et l'étendue n'étant que des manifestations de la force. Et c'est la force qui est le vrai concept. Il n'y a pas de concept d'étendue parce que le vrai concept c'est la force. Et la force, c'est la raison de la figure et du mouvement dans l'étendue. D'où l'importance de cette opération qui paraissait purement technique lorsqu'ils disent qu'il se conserve dans le mouvement, c'est pas mv, c'est mv2. L'élévation de la vitesse au carré, c'est la traduction du concept de force, c'est-à-dire tout change. Or, c'est, si vous voulez, la physique qui correspond au principe des indiscernables. Il n'y a pas de forces semblables ou identiques, et ce sont les forces qui sont les vrais concepts, qui doivent rendre compte ou nous donner la raison de tout ce qui est figure et mouvement dans l'étendue. La force n'est pas un mouvement, c'est la raison du mouvement. Donc, renouvellement complet de la physique des forces. Et aussi de la géométrie, et évidemment de la cinématique, etc. Tout passe. Rien que dans l'élévation de vitesse au carré. mv2, c'est une formule des forces. Ce n'est pas une formule du mouvement. Donc vous voyez que c'est essentiel. Prenez un cours repos. C'est chaud, hein? Le nombre se dépasse vers le concept. Il faut que... quoi encore? Il faut que l'espace et le temps se dépassent vers un troisième terme. Le concept aussi, je crois. Bon. Vous complétez de vous-même. Voilà. Mais le concept, c'est pas toujours drôle. Quand il est leibnizien, il devient très très comique, Ah oui, puisque c'est un concept qui va jusqu'à l'individu. Exactement, c'est ça. Oui. Alors on est tous des concepts, chacun il a son concept, vous comprenez. C'est quand même un concept pour soi tout seul, quoi. Ça devient assez gai. C'est pas le gros concept de la logique classique.
Mais voilà qu'avance à petits pas un quatrième principe. Et voilà que Leibniz le nomme loi de continuité. Ah ah! Pourquoi a-t-il dit loi? Enfin, là un problème. Hein. C'est très curieux que Leibniz, lorsqu'il parle de la continuité, qu'il considère comme un principe fondamental, essentiel, et comme une de ses grandes découvertes à lui, eh bien, il emploie le terme loi et plus le terme principe. Il faut mettre ça de côté parce qu'il faudra expliquer ça, c'est très curieux. La loi de continuité, mais qui vaut vraiment comme un principe. Et si à nouveau je cherche la formulation vulgaire de la loi de continuité, c'est tout simple, je dirais, et l'expression se trouve souvent chez Leibniz, quand il veut aller vite, la nature ne fait pas de saut. S-A-U-T. La nature ne fait pas de saut. C'est pas comme Bon. La nature ne fait pas de saut, ça veut dire, bon, il n'y a pas de discontinuité. Mais la formulation savante, il y en a deux là aussi. Une, écoutez-moi bien, parce que là aussi ça va poser toutes sortes de problèmes. Elle a l'air compliquée. C'est quelque chose comme ceci. Si deux causes se rapprochent autant qu'on le veut, au point de ne différer que par une différence décroissante à l'infini, il faut bien que les effets soient de même. Je dis tout de suite à quoi il pense parce qu'il en veut tellement à Descartes. Très important. Dans les lois du mouvement, qu'est-ce qu'on nous dit dans les lois de la communication du mouvement? Voilà deux cas. Deux corps de même masse et de même vitesse se rencontrent. Je signale à quelqu'un que son machin a des trucs rouges tout le temps, hein, ça va sauter. Donc, hein, voilà, premier cas. Deux corps de même masse, vous voyez, mais deux petits points, et de même vitesse se rencontrent. Même masse, même vitesse, ils rebondissent. Hein. Un des deux corps a une masse plus grande ou une vitesse plus grande. Il emporte l'autre. Vous voyez? Il emporte l'autre. Leibniz dit rien du tout. Ça ne peut pas être ça. Pourquoi? Là, vous avez deux causes, deux états de la cause. Premier état de la cause, deux corps de même masse et de même vitesse. Deuxième état de la cause, deux corps de masse différente. Leibniz dit, vous pouvez faire décroître la différence à l'infini. Vous pouvez faire que ces deux états se rapprochent l'un de l'autre dans les causes. Or, on nous dit que les deux effets sont complètement différents. Puisque dans un cas, il y a rebondissement des deux corps, dans l'autre cas, il y a le second corps est entraîné par le premier, dans la direction du premier. Il y a une discontinuité dans les faits, alors que l'on peut concevoir une continuité dans les causes. Ça, c'est d'une manière continue que l'on peut passer de masse différente à masse égale. Et c'est donc pas possible qu'il y ait discontinuité dans les faits s'il y a continuité possible dans la cause. Ce qui l'entraîne encore. Ah,
toute une étude physique du mouvement très très importante qui sera centrée sur la substitution d'une physique des forces à la physique du mouvement. Donc ça, je citais ça pour mémoire. Mais autre formulation savante du même principe, et vous allez comprendre que c'est la même chose que la précédente formulation. L'autre formulation savante, je pourrais dire, un cas étant donné, par exemple les corps de masse inégale, un cas étant donné, le concept du cas se termine dans le cas opposé. C'est la continuité, ça c'est l'énoncé pur, il me semble, de la continuité. Un cas étant donné, le concept de ce cas se termine dans le cas opposé. Exemple, un cas étant donné, c'est le mouvement. Le concept du mouvement se termine dans le cas opposé, c'est-à-dire dans le repos. Le repos, mouvement infiniment petit. C'est ce qu'on a vu du principe infinitésimal, de la continuité. Ou bien, on l'a vu, et ça découle de notre dernière séance, que vous vous rappelez si bien, je dirais, la dernière formulation possible et savante du principe de continuité, c'est une singularité, étant donné, se prolonge sur toute une série d'ordinaires jusqu'au voisinage de la singularité suivante, etc. à l'infini, qui elle-même se prolonge, etc. C'est, cette fois-ci, la loi de la composition du continu. Ça, on l'a fait donc, on l'a fait la dernière fois, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Bien, mais alors, au moment où on croyait presque en avoir fini, problème très important. Ça, c'est très important pour nous, si nous savons en tirer des conclusions pour la philosophie en général. Est-ce que vous êtes de mon avis, ou de celui de Leibniz, à savoir, quelque chose me pousse à me dire, et bien entendu je ne suis pas le seul, puisque vous aussi, quelque chose nous pousse à nous dire que entre le principe 3 et le principe 4, il y a une contradiction. C'est-à-dire, entre le principe des indiscernables et le principe de continuité, il y a une contradiction. Première question, vous voyez que les questions vont se mettre à abonder, mais je voudrais aller tellement vite que... c'est tragique ça. Contradiction entre le principe des indiscernables et le principe de continuité. En quoi y a-t-il contradiction? Deuxième question, le fait est que Leibniz n'y a jamais vu la moindre contradiction. Vous comprenez le problème? Nous voilà dans la situation de aimer et admirer profondément un philosophe, d'être gêné parce que des textes nous semblent contradictoires et lui, il ne voit même pas ce qu'on peut lui voir. C'est tout le temps ça qui arrive dans la manie des objections. Faites une objection à quelqu'un. Vous voyez une contradiction là où il n'en voit pas, lui. Il faut déjà s'expliquer sur s'il y a bien une contradiction, tout ça. Où serait la contradiction s'il y en avait une? C'est que si je prends le principe si je reviens au principe des indiscernables, toute différence est conceptuelle. Il n'y a pas deux choses ayant le même concept. Je dirais à la limite que à toute chose correspond une différence déterminée. Non seulement déterminée, mais assignable dans le concept. Il y a deux concepts, donc la différence, non, oui, je parlais mal, n'est pas seulement déterminée ou déterminable, elle est assignable dans le concept même. Il n'y a pas deux gouttes d'eau ayant le même concept, c'est-à-dire la différence 1-2 doit être comprise dans le concept, doit être assignée dans le concept.
Donc, toute différence est une différence assignable dans le concept. Si je considère le principe de continuité, il nous dit quoi? Il nous dit les choses procèdent par différence évanouissante. Par différence infiniment petite, c'est-à-dire par différence inassignable. Vous vous rendez compte? Ça devient alors terrible. Comment on peut pas dire les deux à la fois. Est-ce qu'on peut dire toute chose procède par différence inassignable et dire en même temps toute différence est assignée, doit être assignée dans le concept? Ah. Est-ce que la Leibniz se contredirait? Est-ce qu'il aurait fait une faute? On peut juste avancer un peu en cherchant la ratio du principe de continuité, puisque j'ai trouvé une ratio pour chacun des trois premiers principes. Vous vous rappelez, c'est l'identité, c'est la raison d'essence, ou ratio essendi. La raison suffisante, c'est la raison d'existence, ratio existendi. Les indiscernables, c'est la raison de connaissance, de connaître, ou ratio cognoscendi. Le principe des continuités, c'est pas difficile, il n'y a qu'à prendre la liste des ratios. C'est la ratio, comme disaient les latins, c'est la ratio fiendi. La ratio fiendi, c'est-à-dire la raison de devenir. Les choses deviennent par continuité. Le mouvement devient repos, le repos devient mouvement, etc. Le polygone, en multipliant ses côtés, devient un cercle, etc., etc. C'est une raison de devenir. C'est très différent d'une raison d'être ou d'une raison d'existence. C'est très différent. Vous avez là des catégories philosophiques, la ratio fiendi, elle avait besoin d'un principe. C'est le principe de continuité. Bon, mais ça n'empêche pas comment concilier ces ratios. Comment concilier la continuité et les indiscernables. Voilà ce qui me semble. Bien plus, il faut montrer que, comprenez presque le pari qu'on est forcé de faire, il faut montrer que la manière dont on va les concilier doit rendre compte en même temps de ceci, que Leibniz ne voyait aucune, et avait raison de ne voir aucune contradiction entre les deux. Eh bien, je dis que, voilà. Là, j'essaie, je ne sais pas, il me faudrait beaucoup de temps. Alors, vous me pardonnez, comme il faut, on ne va pas rester là-dessus, parce que ça vous ennuie. Alors, je dis un peu. On fait de l'expérience de pensée. Je recommence, je reviens à la formule, à la proposition. Chaque notion individuelle exprime le monde entier. Adam exprime le monde, César exprime le monde. Vous, chacun de vous exprime le monde. Cette formule est très bizarre. Chez Leibniz, c'est très bien les concepts. Mais les concepts, ce n'est pas des mots en philosophie. Un grand concept philosophique, ce n'est pas simplement un mot, c'est un complexe, c'est une proposition. C'est une fonction propositionnelle. Je veux dire, ce serait même un jeu, à nouveau, en plus des exercices de gamme, des exercices de piano philosophique, il faudrait faire des exercices de grammaire philosophique. La grammaire philosophique, elle consisterait en ceci au plus simple. Un concept étant donné, trouvez le verbe. Si vous n'avez pas trouvé le verbe, vous n'avez pas dynamisé le concept. Il faut dynamiser le concept. Bon, alors, sinon, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne pouvez pas le vivre. Vous pouvez le comprendre abstraitement, mais ce n'est pas de la bonne philosophie. Vous ne pouvez pas le vivre. Le concept, il est toujours sujet d'un mouvement de pensée. Une seule chose compte, le mouvement. Quand vous faites de la philosophie, vous ne regardez qu'au mouvement. C'est même par là que la philosophie, le cinéma, la peinture, la danse, tout ça, c'est pareil. Vous ne regardez qu'au mouvement. Simplement, c'est un type de mouvement particulier. C'est le mouvement de pensée. Donc, un concept étant donné, vous vous dites qu'il est le verbe. Si vous n'avez pas trouvé le verbe, vous n'êtes pas content. Parfois, le philosophe le dit explicitement. Parfois, il ne le dit pas. Leibniz, c'est ce qu'il va le dire. Chaque notion individuelle exprime le monde. Bon, il y a déjà un verbe, exprimer. D'accord, il y a un verbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses à la fois. C'est comme si deux mouvements
coexistaient. Leibniz nous dit à la fois Dieu, et ça c'est très important, ces deux formules, il me semble que c'est finalement là on approche du secret de Leibniz. Dieu ne crée pas Adam non pécheur. Non, pardon, Dieu ne crée pas Adam pécheur. Il crée le monde où Adam a péché. Il dirait la même chose pour César. Il ne crée pas César franchissant le Rubicon, il crée le monde où César franchit le Rubicon. Donc ce que Dieu crée, c'est le monde, et pas les notions individuelles qui expriment le monde. Il ne crée pas Adam pécheur, il crée le monde où Adam a péché. Bon, donc, il crée le monde et pas les notions individuelles qui l'expriment. Deuxième proposition de Leibniz, le monde n'existe que dans les notions individuelles qui l'expriment. Si vous privilégiez une proposition sur l'autre, c'est fou. Dès lors, si vous acceptez ça, vous allez avoir comme deux lectures ou deux saisies complémentaires et simultanées. Deux saisies de quoi? Voyons. Vous pouvez considérer le monde. Mais encore une fois, le monde, il n'existe pas en soi. Il n'existe que dans les notions qu'il exprime. Et vous pouvez faire cette abstraction. Vous considérez le monde. Comment vous le considérez? Vous le considérez comme une courbe complexe. Vous rappelez, une courbe complexe a des points singuliers, des points ordinaires. Un point singulier se prolonge sur les points ordinaires qui en dépendent, jusqu'au voisinage de l'autre singularité, etc., etc. Vous composez la courbe de manière continue, comme ça, par prolongement des singularités sur les séries d'ordinaires. Je dirais, le monde, pour Leibniz, c'est cela. Donc, le monde continu, c'est la distribution des singularités et des régularités, ou des singularités et des ordinaires, qui constituent précisément l'ensemble choisi par Dieu, c'est-à-dire celui qui réunit le maximum de continuité. D'accord? Si vous en restez à cette vision, le monde, il est régi par la loi de continuité. On a vu pourquoi, puisque la continuité, c'est précisément cette composition des singuliers en tant qu'ils se prolongent sur les séries d'ordinaires qui en dépendent. Bon, vous avez donc là votre monde qui à la lettre est déployé sous forme d'une courbe où se répartissent singularité et régularité. Voilà. C'est le premier point de vue. Ça, c'est entièrement soumis à la loi de continuité. Seulement voilà, ce monde n'existe pas en soi. Il n'existe que dans les notions individuelles qui expriment ce monde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'une notion individuelle, c'est ce que Leibniz appelle monade, ou monade, peu importe. Ça veut dire que les notions individuelles ou monades sont construites, que chacune embrasse un petit nombre déterminé de singularités. Elle enferme un petit nombre de singularités. Et c'est le petit nombre de singularités. Vous voyez qu'on avance énormément. Si on demande maintenant, vous vous rappelez, les notions individuelles ou monades, ce sont des points de vue sur le monde. Ce n'est pas le sujet qui explique le point de vue, c'est le point de vue qui explique le sujet. D'où nécessité de se demander, mais alors qu'est-ce que c'est qu'un point de vue? Un point de vue est défini par ceci: un petit nombre de singularités prélevées sur la courbe du monde. C'est ça qui est au fond d'une notion individuelle. Ce qui fait la différence entre vous et moi, c'est que vous êtes construit sur cette espèce de courbe fictive, vous êtes construit autour de telle, telle et telle singularité, et moi autour de telle, telle, telle singularité. Et ce que vous appelez l'individualité, vous voyez, là, il y a toutes sortes de notions très bien distinguées chez Leibniz. Une individualité, c'est un complexe de singularités en tant qu'elle forme un point de vue. Ça devient très beau à nous.
Bien. Alors, je peux dire, le monde a comme deux états. Il y a deux états du monde. Il a un état développé. Il a un état développé, déroulé. Et il a un état enveloppé, enroulé. État enroulé du monde, état enveloppé du monde. C'est le monde tel qu'il est, dans chaque notion individuelle qui l'exprime. État développé du monde. Comme toutes les notions individuelles expriment le même monde, vous pouvez toujours développer le monde pour le considérer abstraitement en lui-même, comme cette courbe pourvue de pure singularité. À ce moment-là, vous parlerez du monde. Je dirais dès lors que le monde, c'est l'ensemble des notions individuelles compossibles en tant que développées. Et les notions individuelles, c'est le monde en tant qu'enveloppé dans les points de vue qu'il exprime. Le monde développe les notions individuelles enveloppent le monde. Enveloppé, développé, enroulé, déroulé. Une notion individuelle, c'est le monde enroulé d'un certain point de vue. Le monde, c'est l'ensemble des notions individuelles déroulées. Enveloppé, développé. Voilà les verbes dynamiques que je cherchais. Enroulé, déroulé. Lorsque la logique nous propose, encore une fois, le concept ou le doublet, les deux concepts, impliquer, expliquer. Impliquer, expliquer, comprenez, c'est des termes morts pour nous. Si on aime la logique, ce n'est pas des termes morts. Implicare, explicare, en latin, c'est exactement involvere, dévolvere. Impliquer, c'est envelopper, c'est enrouler. Expliquer, c'est dérouler, développer. Le monde développe l'ensemble des notions individuelles, chaque notion individuelle enveloppe le monde de son point de vue. C'est le dynamisme et la coexistence de l'enveloppement et du développement qui va fournir tous les mouvements, là les mouvements sous-jacents, les mouvements comme géologiques qui parcourent la philosophie de Leibniz. Et alors, est-ce qu'il les a inventés? Non, il y a toute une tradition qui est une tradition qui remonte aux néoplatoniciens. C'est les néoplatoniciens qui ont fait une espèce de mise en scène formidable des degrés d'enveloppement et de développement dans le monde. En quel sens le germe enveloppe l'arbre, en quel sens l'arbre développe le germe, etc. Ça pose toutes sortes de problèmes qui ne sont pas seulement de logique. Et bien sûr, comme rien n'est trop bien fait, ils y ajoutaient un troisième concept, celui-là si joli. Il faut bien que, pour traduire la simultanéité des deux mouvements, de l'enveloppement et du développement, le monde qui développe les notions et les notions qui enveloppent le monde, il faut bien un terme, parce que qu'est-ce qu'il y a au-dessus du monde et des sujets? Du monde qui développe les sujets et des sujets qui enveloppent le monde. Ben, il y a toujours Dieu, il y a toujours cette histoire de Dieu, puisque c'est une philosophie tellement liée à une certaine théologie. Ben, Dieu, c'est pas un point de vue, c'est pas un sujet, c'est pas le monde non plus. Dieu, il crée le monde, on le sait, et en créant le monde, il crée les sujets. Ou l'inverse. Mais vous voyez que sujet et monde sont complètement corrélatifs, puisque l'un est à l'état développé, ce que l'autre est à l'état enveloppé. C'est ça qui est formidable. Comprenez bien, l'un est à l'état, le sujet est à l'état enveloppé, ce que le monde est à l'état développé. Et c'est beau. Vous avez dès lors en quoi la continuité les indiscernables. Il n'y a aucune contradiction. La loi de continuité, c'est la loi du développement. Les indiscernables, c'est le principe de l'enveloppement.
si un jour il vous arrive de relire tout ça, vous verrez bien. Si vous cherchez à quoi s'applique la formule, toute chose se distingue par le concept, toute différence est conceptuelle, c'est évidemment à l'état des choses enveloppées dans les sujets. Au contraire, les différences évanouissantes, c'est l'état du monde en tant que développé. Si bien qu'il n'y a aucune contradiction. La différence, oui, la différence est évanouissante et inassignable du point de vue du développement du sujet dans le monde. Elle est assignable et conceptuelle du point de vue de l'enveloppement du monde dans le sujet. Alors Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait puisqu'il développe? C'est pas le développement, il n'est pas développé ni enveloppé, Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Mot charmant que, avant Leibniz, les philosophes avaient créé. Dieu, c'est le grand complicans. Il n'implique pas et n'explique pas. Il n'enveloppe pas, il ne développe pas, il complique. Formidable définition de Dieu. La complication universelle, dit-il. Compliquer, c'est quoi? C'est maintenir la simultanéité et l'immanence mutuelle de l'enveloppement et du développement. Si je dis, oh celui-là c'est un compliqué, qu'est-ce que je veux dire? Complicaré, c'est un très beau mot, complicaré. Il complique. Compliqué, c'est pas forcément un défaut. Compliqué, c'est vraiment l'équivalent de comprendre. Mais comprendre au sens fort du terme. C'est en fait, je croyais que c'était un doublet, mais c'est un triplet. Compliqué, expliqué, impliqué. Dieu, il complique les sujets et le monde. Dans toute la philosophie de la Renaissance, la complication, la connaîtra un développement, ce sera un des plus beaux concepts de la philosophie de la Renaissance, chez notamment deux grands philosophes que Leibniz connaît admirablement, Nicolas Truse et le grand philosophe italien Bruno, qui mourut brûlé, qui mourut compliqué par le feu. Il fait ça le feu. Hein. Le mouvement par lequel, quand on mettait quelque chose dans le feu, ça se rétrécit et puis ça c'est la complication. Donc Dieu, c'est le feu, quoi. Dieu complique. Oui, alors, vous voyez, là, on a trouvé le dynamisme. Et du coup, pourquoi est-ce que la continuité est dite une loi? Eh bien, c'est très simple. La continuité, elle est dite une loi parce que le monde développé, ça répond uniquement au phénomène. Ce n'est qu'un phénomène. C'est l'apparition. C'est pas la chose, c'est l'apparition. La chose, c'est le sujet. C'est le sujet qui enveloppe le monde. Si vous développez le monde, c'est comme si vous étaliez un monde de pures apparitions, de purs phénomènes. Donc la continuité sera le principe de toutes les lois du phénomène, alors que les indiscernables sera le principe de toutes les raisons de la chose ou du sujet. Enfin, cinquième principe. On vient de concilier donc le troisième et le quatrième. Cinquième principe, là, je m'arrête pour laisser pour la prochaine fois, mais parce que c'est cinquième principe, il a tellement d'aspects qu'il vaut pour une infinité de principes. C'est l'ensemble de ce que la Leibniz présente comme des principes de finalité. Et les principes de finalité, à quel ratio ça renvoie? La dernière ratio. Vous avez la liste des 5 ratios qui ont traversé la philosophie depuis qu'il y a de la philosophie. C'est la ratio agendi. Agendi, c'est-à-dire la raison de faire. Vous voyez la liste des 5 raisons que vous devez apprendre par cœur. Raison d'être, raison d'exister, raison de connaître, raison de devenir, raison de faire. Oui. Bien, alors ça on verra, c'est tout ce qui nous reste à faire, cette histoire. Mais, bon, vous en avez assez? Oh, ben oui. Bien. Alors, on se trouve, enfin, je termine juste là-dessus, parce que c'est ça que je ferai au début de la prochaine fois.
Comprenez le problème. Ce que je voudrais que vous y pensiez d'ici la prochaine fois. C'est qu'à partir de là, on se trouve devant un exemple privilégié pour notre compréhension de la philosophie. J'ai bien marqué qu'après tout, ça n'allait pas de soi, tous ces principes de Leibniz. Supposons un philosophe, et ce philosophe a existé assez vite après Leibniz, qui vraiment ne soit pas d'accord avec ces principes. Je prends l'exemple de Kant. Il n'est pas d'accord sur deux points fondamentaux. Je les extrais. Là, il faut vraiment procéder d'une manière très technique. Kant est celui qui dit premièrement, non, toute proposition n'est pas analytique. Il y a des propositions synthétiques, et c'est même par là qu'il y a une connaissance. Non, c'est vraiment... L'un dit blanc, l'autre dit noir. Deuxième proposition kantienne, non, toute différence n'est pas conceptuelle. Mais un certain nombre de déterminations, et notamment le nombre, l'espace et le temps, sont irréductibles au concept. Donc, double négation de Kant, double défi kantien, qui fait sa grande rupture avec Leibniz, après avoir été assez longtemps leibnizien. Il fait sa grande rupture, il nie le principe de raison suffisante et il nie le principe des indiscernables. On se trouvera donc la prochaine fois devant un cas privilégié, et là auquel je tiens pour essayer de débrouiller cette question stupide du statut de la philosophie. Quand on nous dit, tantôt on nous dit, les philosophes passent leur temps à dire la même chose, ça ne les empêche pas de se battre parce que c'est une question de mots. Tantôt, et ça revient à mon avis complètement au même, on nous dit les philosophes, ils ne cessent pas leur temps de dire le contraire les uns des autres, ils se battent entre eux, l'un dit ceci, l'autre dit ça. La question que je voudrais poser la prochaine fois, c'est sur cet exemple privilégié, Leibniz-Kant. Qu'est-ce que signifie? Qu'est-ce que signifie l'opposition Leibniz-Kant? Est-ce que c'est une opposition? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que les conditions de ces propositions? Vous voyez, je regroupe, j'ai donc 4 propositions, 2 pour Leibniz, 2 pour Kant. Et je voudrais commenter en fonction de ça, parce que mon vrai projet, c'est qu'est-ce que c'est que les concepts en philosophie. Première proposition de Leibniz, toute proposition est analytique. Proposition, anti-proposition de Kant, non, il n'y a de connaissance que par proposition synthétique. Deuxième proposition de Leibniz, toute différence est en dernière instance conceptuelle. Deuxième anti-proposition de Kant, non. Il y a des différences non conceptuelles sans lesquelles il n'y aurait pas de connaissance, et ce sont les différences numériques, les différences spatio-temporelles, etc. Donc, à partir de cet exemple privilégié, qu'est-ce que peut bien signifier la formule courante « deux philosophes ne sont pas d'accord ». Voilà, pensez-y. Il est évident que dire ils ne sont pas d'accord est une proposition, on pourrait le démontrer même logiquement, c'est une proposition vide de tout sens. Voilà, je vous bénis.